Bonjour à tous et bienvenue dans ce second débat en live du think tank Wati. Je m'appelle Sarah Kabawage, chargée de la communication de Wati, et je serai la co-modératrice de ce débat en compagnie de mon collègue Pathé Jay, chargé de recherche et du débat de Wati. Bonjour Pathé. Bonjour Sarah. Bonjour à nos invités, Nabou Fall, CEO de Viséo, coach en personal branding. Bonjour Sarah. De recevoir. Bonjour Sarah. Bonjour Pathé. Bonjour Mansour. Bonjour Mansour Ndao, spécialiste en marketing digital. Et en passant mon mentor, on va dire. Bonjour Mansour, c'est un plaisir de te recevoir. Bonjour Sarah, c'est un plaisir de te recevoir. Bonjour et bonjour aux autres, bonjour à Nabou, bonjour à Pathé également. Bonjour. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette conversation va porter sur les apports et enjeux du marketing digital via les réseaux sociaux. Alors, le marketing digital, aujourd'hui, plus connu sous le nom de marketing numérique, c'est vraiment tout ce qui est vente, achat, qui se fait sur les réseaux sociaux, en général en remote, mais pas seulement sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur les applications. Mais aujourd'hui, le focus va se faire sur les réseaux sociaux. Je vais commencer avec la première question qui s'adresse à Nabou et Mansour, mais Nabou, tu pourras répondre en premier. En termes simples, qu'est-ce que le marketing digital et quelle est son importance dans les activités commerciales aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Alors, déjà, on parle de marketing digital, mais moi, je dis il faut d'abord qu'on ait une démarche marketing. Parce que le marketing est une science qui permet la mise en valeur des produits, la mise en valeur des services, qui répond à un certain processus. Le digital est un outil à travers lequel on implémente la stratégie marketing qu'on a élaborée. Donc, c'est très important de dire. Donc, le marketing digital utilise les outils digitaux actuels, et il y en a énormément. Ça peut être le email marketing, ça peut être le AdSense, le Google Ads, ça peut être le blogging, ça peut être le inbound marketing. Donc, le marketing digital, le emailing, le marketing digital englobe tous ces outils qui sont utilisés dans la déclinaison d'une stratégie. Il est très important de faire la distinction et de se dire que le marketing digital, ce n'est pas parce que j'ai un outil marketing que je vais atteindre ma cible si je n'ai pas de stratégie derrière. Donc, la stratégie marketing reste l'essence même du marketing digital. Donc, souvent, on voit des gens qui vous disent « Oui, mais je ne comprends pas, je vais sur les réseaux sociaux, je fais ça. » Mais quelle est la stratégie marketing qui a été élaborée derrière? Donc, c'est très important de faire la distinction entre l'outil marketing et le digital. Et l'utilisation du marketing à travers les outils marketing fait pour moi ce que j'appelle le marketing digital. En effet, c'est du marketing, c'est juste que ça a été reporté sur le digital. C'est toujours les mêmes concepts, c'est toujours les mêmes process. Et c'est pas juste être sur les réseaux sociaux, c'est pas juste être sur les réseaux sociaux qui permet de vendre, mais c'est exactement comme tu l'as dit, Nabou, avoir une stratégie de marketing. Alors, Mansour, même question. Mansour, tu me reçois? Mansour, Est-ce que vous m'entendez? La connexion, je pense que c'est la connexion. Vous m'entendez pas bien? Oui, là, c'est bon. On t'a encore perdu, Mansour. C'est bon là? Oui, là, c'est bon. Super, excusez-moi hein, parce que je suis à la francophonie là et bon, ils m'ont prêté leur connexion et apparemment ça ne passe pas trop. Donc là, j'ai pris mon mobile. Bon, très rapidement, hein, je disais que Nabou ne m'a pas laissé à cette place. Hein, elle a très rapidement synthétisé hein, c'était quoi le marketing. Je vais tout de même essayer de rebondir. Hein. Donc, le marketing digital, en gros, c'est, on va dire, du marketing, en fait, la vente qu'on peut faire sur les produits ou bien les services tout en utilisant des supports digitaux. Alors, il faut comprendre que, OK, on est dans un contexte africain, hein, on parle de l'Afrique de l'Ouest, où on a, si je ne me trompe, 47% de personnes connectées.
Donc, il y a de la place et il y a des personnes connectées et il y a donc assez de chiffres en fait, qui nous permettent d'utiliser ces plateformes digitales aujourd'hui, ces plateformes digitales pour vendre ou bien pour faire voir ces produits tout simplement. Ce que je peux ajouter d'autre, c'est qu'on a l'utilisation de beaucoup d'outils dans le digital comme elle l'a déjà dit, à travers les sites web, les blogs et des stratégies comme le référencement payant, etc. Donc, en gros, c'est ça le marketing digital. Et dans un contexte ouest-africain où le taux de connectivité n'est pas très élevé, à 47%, tout de même, on peut dire que utiliser le marketing digital dans sa stratégie reste ce qu'il y a de plus pertinent aujourd'hui. Merci Mansour pour cette réponse. Ça me fait penser au fait qu'aujourd'hui, le débat qui nous réunit parle de comment les populations de l'Afrique de l'Ouest peuvent-elles tirer profit des réseaux sociaux. Je rappelle que le débat est en cours sur notre site web, wati.org, dans la rubrique Le débat. Vous pouvez trouver le débat sur les réseaux sociaux. Dans ce débat-là, on a de la ressource scientifique. Si Pape peut faire le slide. On a de la ressource scientifique sous format de Wati Notes. On a aussi des contributions d'experts comme vous, comme Nabou et Mansour, sur le sujet. Alors, on invite tout le monde à venir non seulement se documenter sur le site de Wati, mais aussi participer au débat. Merci, Pape. Je passe à la prochaine question, qui aussi ressemble un peu à la question du débat. Comment les réseaux sociaux ont-ils révolutionné la manière de faire le marketing dans les pays de l'Afrique de l'Ouest? Nabou? Les réseaux sociaux se sont invités dans notre quotidien, dans notre vie, et avec les applications téléphoniques des réseaux sociaux. Au début, quand on a commencé avec Facebook, on était sur l'ordinateur et progressivement, une application de réseau social. Il y a eu une amélioration, il y a eu l'avènement des applications. Donc, le réseau social, c'est quelque chose qui est dans notre maison, dans notre vie, dans notre quotidien et qui transforme complètement le rapport qu'on a avec l'autre et qui transforme la relation avec l'autre. Avant, pour créer une relation, il fallait se rencontrer dans un lieu physique. Aujourd'hui, la relation, elle est virtuelle, mais ça n'empêche pas de la profondeur, ça n'empêche pas de créer un réseau qui nous permet de développer d'autres opportunités, qui nous permet éventuellement de faire de l'activisme, et qui nous permet d'avoir une amplification. Le réseau, avant, il était hiérarchique. Maintenant, le réseau, il est étoilé et permet d'avoir des connexions par le monde, par affinité, de créer des communautés. Et ça a complètement révolutionné notre rapport à l'autre. Aujourd'hui, comme Mansour me dit, écoute, l'autre jour, on a eu un call avec, tu te rappelles, on a eu un call. Donc, tout ça, ça n'aurait pas existé avant. On aurait attendu d'être dans un endroit physique. On aurait dit, oui, tu sais, je t'ai rencontré à un cocktail, mais maintenant, on se rencontre dans des calls. On se rencontre sur un groupe WhatsApp. On se rencontre dans un groupe Facebook. On se rencontre dans un groupe LinkedIn. On se rencontre sur Twitter. Donc, il y a une complètement différente façon d'avoir un relationnel. Nous sommes des Africains, nous sommes très relationnels. Nous sommes très sociaux de nature, mais le réseau social a créé, ouvert des espaces libres, permis aussi de communiquer avec nos familles à l'extérieur. Il y a quand même toute cette notion, toute cette façon de communiquer qui a complètement changé, qui a complètement transformé notre rapport à l'humain et à l'autre. C'est mon opinion. Très belle opinion et très belle analyse aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rencontre tous sur les réseaux sociaux. Moi, je connais Nabou Fall à travers les réseaux sociaux et plein d'autres personnes dans mon entourage que j'ai connu via les réseaux sociaux. Aussi, plein d'achats que je fais via les réseaux sociaux. Ce qui me ramène à la question aujourd'hui, comment les réseaux sociaux ont révolutionné vraiment cette manière de faire le marketing, comment aujourd'hui les gens ont ce réflexe-là d'aller sur Facebook, d'aller sur Google et d'acheter tout ce dont ils ont besoin. Mansour? Oui, alors pour répondre à cette question, comment les réseaux sociaux ont-ils révolutionné la manière de faire le marketing dans les pays de l'Afrique de l'Ouest? Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans notre contexte où
le coût est primordial, hein, il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc, il existe vraiment des méthodes qui sont à notre disposition et qu'on peut utiliser avec ces réseaux sociaux pour vendre sans pour autant dépenser autant. Et quand je parle de ça, je parle de contenu. Je prends l'exemple d'une stratégie d'inbound qui permet aujourd'hui aux entreprises d'avoir de nouveaux clients en dépensant beaucoup moins, tout en faisant le contraire de ce qu'on faisait dans la méthode traditionnelle, comme la publicité ou bien l'affichage. Donc aujourd'hui, l'apport du digital sur ces réseaux sociaux dans notre stratégie marketing peut potentiellement remplacer les canaux classiques comme la publicité à la télé qui coûte très cher, la radio ou encore l'insertion dans les magazines. Pour preuve, aujourd'hui, il est plus facile d'optimiser son site web et de faire un référencement et de diffuser du contenu sur les réseaux sociaux et de facilement toucher notre cible. Donc, je prends l'exemple de quoi? Des flyers ou bien des dépliants. À quelle fréquence aujourd'hui ces dépliants passent devant vos clients potentiels? Et combien de temps est-ce que ça reste entre leurs mains? J'en discutais récemment avec un client qui me posait la question sur la pertinence de toujours faire des campagnes avec des flyers. Donc, je leur ai dit qu'aujourd'hui, OK, les flyers passent par la main des clients et ça disparaît à nouveau, alors que quand on communique sur les réseaux sociaux, on a du contenu qui intéresse notre cible, qui reste sur les restes, qui est partagé, qui est diffusé et qui est encore qu'on peut encore revoir et qui contribue à non seulement augmenter la notoriété, la visibilité de l'entreprise sur les canaux. Et ça joue beaucoup aujourd'hui sur le contexte ouest-africain où des solutions qui ne coûtent pas cher sont toujours préférées par les entrepreneurs. Voilà. En effet. Donc, c'est plus. Est-ce que tu dirais que c'est plus un bénéfice, c'est plus bénéfique pour les vendeurs ou pour les acheteurs dans ce cas? Oui, bien bon. Pour les deux, hein, je peux dire pour les deux parce que, OK, on le sait, hein, avec l'avènement des réseaux sociaux et du Web 2.0, aujourd'hui, le client a pris le pouvoir. Donc, le client a la main et a cette fenêtre qui s'ouvre et qui donne la facilité d'accéder à l'entreprise. C'est également une facilité pour l'entreprise vu qu'elle a une cible à portée de main. Je prends l'exemple aujourd'hui au Sénégal où on est 3,3 millions de personnes sur Facebook. C'est une opportunité mais de ouf à saisir par toutes les entreprises. Donc, c'est une opportunité partagée entre les deux, hein, et l'entreprise et les clients. Bon, jusqu'à présent, je sens que les entreprises gagnent plus, mais bon, on verra avec la suite. Nabou, qu'est-ce que tu en dis? Moi, je suis de l'avis de Mansour, en fait. Hein. Il y a énormément de commerçants qui se sont créés et de richesses qui s'est créée à travers les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a son petit boubou à vendre et qui est dans la commune de Yopougon, je peux dire, ou à Bobo, peut être assis dans sa chambre et coudre ses boubous et les vendre en ligne. Et créer, il y a des pages de vente, en tout cas en Côte d'Ivoire, il y a des pages de vente, il y a les marchés en ligne, marché Coco et tout. Et ça permet aux personnes, quel que soit ce que tu as comme marchandise, que tu peux avoir en gros, tu peux faire mettre des photos et vendre. Donc, ça dépend. Ça a permis de créer une autonomisation de la jeunesse et des femmes quelque part à travers la vente de petites choses. Aujourd'hui, si tu ne veux pas gagner d'argent, c'est que tu ne veux pas. Ouais. Tu peux décider que je vais vendre de l'eau. Il y a toujours quelqu'un qui aura besoin de faire une fête et d'acheter des cartons d'eau qui n'aura pas le temps d'aller. Tu diras, tiens, il y a quelqu'un qui vend de l'eau, même si je mets ma commission dessus, voilà, je prends 10% sur le montant de la vente ou 5%. Donc, il y a toujours moyen de s'en sortir. Ça crée un autre réseau de vente, un autre réseau de distribution commerciale. Donc, ça veut dire que c'est bénéfique pour toi. Pour les acheteurs, c'est bénéfique parce que ça nous permet… Non, ça nous permet de comparer un petit peu. Quand je vais acheter quelque chose, je peux comparer les vendeurs, je peux comparer les offres. Donc, c'est quand même à mon avantage. En effet. On passe à la deuxième partie avec Patrick. Alors, merci Sarah. Notre croisière en haute mer du marketing digital se passe bien, on a un bon vent. Alors, je rappelle tout juste que nous sommes en train de faire un live qui rentre dans le cadre du débat de Wati sur les réseaux sociaux et nous parlons de l'impact des réseaux sociaux sur les populations ouest-africaines et aujourd'hui nous parlons du marketing digital via les réseaux sociaux, donc hashtag marketing digital
hashtag réseaux sociaux, hashtag digitalement pertinent pour faire un clin d'œil à nos invités qui sont en train de bien jouer le jeu. Alors, pour poursuivre, aujourd'hui, nous constatons que les petites entreprises représentent près de 80% du tissu économique local et emploient 60% des actifs, mais ne contribuent pour l'instant qu'à 30% de notre PIB. Donc, comment le marketing digital via les réseaux sociaux impacte-t-il les petites et moyennes entreprises dans la région? Et quelles sont les meilleures stratégies pour accroître ces revenus en assurant une présence sur les réseaux sociaux? Nabou, vous pouvez y aller. Alors pour moi déjà, c'est au-delà de l'outil, il y a une stratégie à mettre en œuvre. Comprendre d'abord à qui je m'adresse, savoir à qui est-ce que j'adresse mon produit, qui est ma clientèle, à qui je parle. Les personnes à qui je parle, quel est leur point de douleur, c'est-à-dire de quoi elles ont besoin, qu'est-ce qui leur manque. C'est vraiment se poser les bonnes questions de façon, en tant qu'entrepreneur, quel que soit ce que je vends, savoir qu'il y a une personne qui a besoin de mon produit. Troisièmement, c'est savoir quels sont les réseaux sociaux, plutôt les médias sociaux, les réseaux sociaux qui sont utilisés par mes clients. Parce que je peux avoir des clients, aujourd'hui, on a Facebook, on a TikTok, on a Instagram, on a Twitter, etc. Il faut savoir quels sont les réseaux sociaux que les clients utilisent. Ma cible, si elle n'est pas sur Facebook, je vois beaucoup de gens qui font des trucs très corporate sur Facebook, alors que leurs clients se trouvent peut-être sur LinkedIn ou sur Twitter. Ce qui est important aussi, c'est de savoir quels sont les influenceurs que mes clients suivent pour pouvoir, si je vais donner ma marchandise ou demander à un influenceur musique de faire de la communication sur un événement qui est complètement financier, que je ne m'étonne pas d'avoir un taux d'engagement qui est faible. Et aussi savoir quels sont les mots-clés que mes clients utilisent et quels sont les mots-clés qui interpellent mes clients. Donc, souvent, quand on n'utilise pas les bons mots-clés, on ne touche pas sa cible de façon stratégique et on ne sait pas bâtir sa stratégie si on n'a pas comme on dit, les bons ingrédients qu'on va mettre en cuisine un petit peu pour avoir la bonne sauce et décliner tout ça en utilisant les bons outils digitaux, décliner une stratégie pertinente et se rappeler qu'il faut une réflexion avant d'agir. Ce n'est pas que du spontané et surtout avoir une ligne éditoriale, savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais informer? Est-ce que je vais former? Est-ce que je vais éduquer? Est-ce que je vais divertir? Il faut bien choisir les différents angles et créer un mix de tout ça, c'est le mix digital, du marketing digital, afin de pouvoir apporter à ses clients, à son audience, pardon, de l'engagement. C'est vrai qu'il crée de l'engagement vis-à-vis des clients et de bâtir une stratégie pertinente qui va les toucher. C'est comme je dis aujourd'hui, on n'a pas des consommateurs, on a des consommateurs. On parle maintenant de consommateurs qui a le droit de dire ce qu'il pense sur ce qu'on fait, qui a le droit et de tenir compte du feedback, c'est important. C'est pas moi, mon produit, il est comme ça, non, c'est ça et c'est pas autrement, même si le client, c'est fini ça. Maintenant, le client, il va venir, il va critiquer, il va se plaindre, on tient compte, on écoute. L'écoute est très importante, même si ce n'est pas de la voix, mais la lecture, c'est une façon d'écouter. Décoder ce que les clients disent, c'est important, et se réinventer en permanence. Et on est dans une démarche agile permanente. L'agilité est importante dans la stratégie qu'on met en place. Savoir être agile et savoir qu'est-ce que je veux clairement comment est-ce que je vais clairement être perçu par mes clients, quel type de valeur ajoutée j'apporte et comment est-ce que je la mets en scène. Voilà. Quelques petits conseils. Merci, Nabou. Ouais, c'est très pertinent. On retiendra finalement que bâtir une stratégie marketing, c'est trouver la bonne recette pour faire du ceebu-jën digital. C'est faire un ceebu-jën qui va attirer juste par l'odeur finalement. Alors Mansour, qu'est-ce que vous en dites sur cette même question? Bon, pratiquement, j'ai envie de te répondre que Nabou a déjà donné la réponse, mais je vais tout de même donner la réponse. D'accord, allez-y. Donc, comment est-ce que le marketing digital est impacté? Elle a très bien dit, hein, ça va tout d'abord démarrer pour un business, de pouvoir identifier sa cible, donc de créer son buyer persona. C'est-à-dire que moi, je vends tel produit ou tel service et je vends à telle persona. Donc, une fois qu'on a identifié notre cible, on va savoir quel réseau social on va utiliser pour vendre à notre cible. Aujourd'hui, j'ai un business qui est contextualisé B2B. Donc, je sais que je vais aller utiliser le réseau social de référence LinkedIn, qui, je vais le dire au passage, est sous-utilisé sous nos cieux. Donc, les gens n'ont pas encore pris l'essence de ce réseau social
qui aujourd'hui donne beaucoup de choses sur la portée organique et surtout sur la partie personal branding. Hein. Donc, d'abord identifier le réseau social que je vais utiliser et comment est-ce que je vais l'utiliser. Souvent, j'ai des femmes hein, qui viennent me voir et qui se sont lancées dans le commerce. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont vulgarisé le commerce africain parce que la plupart des femmes aujourd'hui utilisent soit Snapchat, soit Facebook, soit Instagram pour vendre. Et ça a fait que même les gens les moins créatifs aujourd'hui ont pu bénéficier de l'apport de ces réseaux sociaux pour exposer leurs produits et tout simplement être des vendeurs. Donc moi, qu'est-ce que je leur dis souvent à chaque fois, les réponses qui viennent, c'est comment est-ce que je vais faire pour vendre via les réseaux sociaux. Donc, je fais une petite présentation et je laisse dérouler. Après, il y a des questions qui viennent sur l'utilisation des plateformes publicitaires. Par exemple, aujourd'hui, Facebook est venu avec son business manager qui te permet de faire de la publicité et toucher ta cible directement. Donc, là également, ce que je fais, c'est de poser une stratégie de pricing et de l'utilisation de leur budget sur que ce soit Facebook ou bien Instagram pour pouvoir vendre. Donc, tout ça juste pour dire que les réseaux sociaux non seulement ont permis aujourd'hui aux PME ou bien aux vendeurs d'ici utiliser ce nouveau canal pour mieux déployer leurs ventes et tout simplement avoir plus de visibilité et augmenter les possibilités. Voilà. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui sont comme étant, on ne va pas dire du nouveau, mais comme une nouvelle opportunité pour ces PME. Voilà. Merci Mansour. Vous avez donné l'exemple des femmes qui est très pertinent et je vais rebondir dessus. D'ailleurs, pour poser la prochaine question, comme par exemple, lorsqu'on a beaucoup de femmes qui entreprennent, particulièrement en zone rurale, qui sont dans la transformation des produits agricoles, qui sont dans la couture. Maintenant, souvent, elles ont des petites entreprises qui peuvent être investment ready, qui peuvent recevoir du financement venant des capitaux d'investissement, par exemple. Mais malheureusement, pour certaines d'entre elles, elles ne sont pas scolarisées. Donc, comment outiller les entrepreneurs qui n'ont pas reçu une formation scolaire à utiliser les outils qu'offre le marketing digital sur les réseaux sociaux? Alors, allez-y, Mabou. Alors, il y a déjà, il faut les outiller avec un téléphone. Ce serait bien. Et encore mieux, un smartphone. Donc, un smartphone et leur installer les applications de base. Et je travaillais sur une initiative que j'appelais Tech for Women j'avais remarqué que les applications étaient là, les utilisatrices sont là, mais il n'y a pas de bridge entre les applications et les utilisatrices. Les personnes qui en ont réellement besoin, qui n'ont pas forcément de formation et qui peuvent bénéficier de certaines choses faciles. Savoir prendre une photo, tout simplement. Utiliser son statut WhatsApp. Savoir faire une vidéo. Quand on ne sait pas forcément écrire, on peut juste faire une vidéo. Mettre en scène ses produits de façon très simple, montrer ce qu'on vend et écrire le prix. De façon très simple, donner ces outils ou alors se fédérer, avoir une personne, fédérer un jeune du quartier, du village, de la communauté qui peut aider les mamans à poster, à mettre des textes, se regrouper, se mettre ensemble au sein d'une coopérative, au sein même d'une association informelle et dire voilà, on a des produits à vendre, on va créer une page où on va mettre toutes les femmes de la… Mais ça demande aussi une volonté de personnes autour d'elles. Il y a toujours un jeune qui sait comment faire, qui peut se dévouer pour pouvoir aider les jeunes mamans. Ou alors, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'organismes. Vraiment, mais faire les choses dont elles ont réellement besoin. Parce que le problème, c'est que les associations, les organismes viennent souvent, mais pas forcément avec les besoins, pour venir apporter de la connaissance sur du besoin. Ils n'ont pas besoin de choses compliquées, mais des choses imagées, de choses stratégiques, de choses qui vont leur permettre de dire, OK, je vais mettre un vocal, voilà, même si je ne peux pas leur montrer comment utiliser WhatsApp, c'est très intéressant. Leur montrer comment utiliser des réseaux simples comme Facebook, où elles peuvent faire une vidéo. Vraiment simplifier les choses avec le visuel, en sachant que la vidéo est le média qui a le plus d'engagement. Donc, elles n'ont rien à perdre. La photo, la vidéo, le visuel, il suffit juste de leur apprendre comment faire et leur dire comment poster sur un statut. Les statuts sont 2 à 3 fois plus vus que les statuts WhatsApp statut, pas le fil d'actualité. Voilà, le fil d'actualité. Les statuts sont plus vus que les fils d'actualité.
Effectivement. Donc, tu peux avoir 3 likes sur ton statut, sur le fil d'actualité, et ton statut éphémère, tu vas avoir 300 likes. Je n'ai jamais compris. Ou 300 personnes qui vont voir. Donc, il faut leur apprendre la différence. Mais c'est du visuel. Quand tu vends un produit, moi, je vends du service. Mansour vend du service. Donc, nous, c'est plus difficile. Mais quelqu'un qui vend un produit, c'est facile. La photo postée de médias. Je vends. Comme on dit en Wolof. Je vends. Voilà, venez acheter ma marchandise. C'est tant, c'est tel prix. Voilà. C'est tout. Ça, c'est un point très intéressant parce que récemment, même, je lisais sur LinkedIn une personne qui disait mais un étudiant peut se lancer comme volontaire en allant tenir la comptabilité de la mère qui vend du tchaf au coin de la rue. De la même manière, un étudiant aussi peut se lancer comme volontaire pour entretenir la présence sur les médias sociaux d'une ONG de femmes, d'un GIE de femmes qui sont des femmes transformatrices de produits locaux, par exemple. Et ça, c'est très intéressant. Mansour, qu'est-ce que vous pensez de cette question? J'allais tout le temps parler et parler de vidéos, donc parler de contenu, type de contenu qui peut être facilement consommable par les gens par ici. Et la vidéo est la plus pertinente, que la plupart ne sont pas scolarisés. Mais à l'opposé de la question qui parle de comment outiller les entrepreneurs qui n'ont pas de formation, je peux d'abord parler des gens en fait, qui ont reçu des formations, et même digitales, et qui peinent à utiliser les outils digitaux par ici. Souvent, la question qui me revient, c'est comment est-ce que les gens en fait, qui ont des diplômes dans le digital, qui ont des diplômes dans le marketing, peinent à se rendre dans le marché du travail. Tout simplement parce que vous n'êtes pas parti chercher l'expertise, vous n'avez la compétence. Être diplômé et être compétent, c'est différent. Donc ça, c'est pour les gens qui sont scolarisés et qui peinent pourtant à être compétents sur la partie digitale. Et aujourd'hui, nous, en tout cas professionnels du digital, actuellement, qui ont entre à peu près 10 ans d'expérience, pour la plupart, on s'est formé dans le tas. On n'avait pas de formation en digital. On s'est formé avec YouTube, on s'est formé avec Google, on s'est formé avec des blogs, etc., etc. Et donc, pour les personnes qui ne sont pas scolarisées, il y a l'utilisation de certaines plateformes qui est plus facile. Je vais prendre l'exemple de WhatsApp. Pour moi, WhatsApp, c'est l'outil parfait pour vendre. Et j'ai déjà travaillé pour une boîte qui s'appelle Africamart et qui faisait dans l'intermédiation entre les agriculteurs. Et vous savez que c'est une cible qui, pour la majorité, n'est pas scolarisée. À quoi est-ce que j'avais pensé à l'époque? À créer une application qui serait un peu comme un WhatsApp et qui va leur permettre de communiquer par vocal et de transmettre et de mettre le produit par photo en format story ou bien sur des présentations que j'avais définies. Et c'est passé comme pas possible. Alors que sur la première version de l'application, c'était très compliqué pour eux. Ces personnes ne parvenaient même pas à se connecter. Alors que quand on l'a transformé en un format WhatsApp, on a vu que l'utilisation s'est très bien passée. Et donc aujourd'hui, on a WhatsApp et on a aussi WhatsApp Business, qui sont pour moi des pains bénis pour les gens qui ne sont pas scolarisés, qui peuvent les utiliser pour vulgariser leur business, pour vendre leurs produits. Et il n'y a vraiment rien de plus facile. Nabou l'a dit, nous, on vend des services. Et pour vendre des services, on sait qu'il faut produire du contenu, tout le temps être engageant, chercher de l'engagement et pas mal de choses à faire. C'est pas très facile. Donc, pour ces gens-là, il y a pas mal d'outils. Après, il y a des formations qui sont offertes. Et il y a pour moi l'utilisation des tutoriels vidéo qui peut parler à ces personnes-là. En gros, voilà. Merci Mansour, c'était pertinent et intéressant. Donc la prochaine question, c'est une question beaucoup plus personnelle. Quelle campagne de marketing digital vous a le plus marqué dans votre carrière et pour quelles raisons, Nabou? Moi, la campagne que j'ai beaucoup aimée, c'est surtout pendant le Covid. Je trouvais les campagnes très, très pertinentes. Il y avait beaucoup d'empathie dans les messages. Et j'ai beaucoup aimé la campagne de Burger King qui disait aux gens d'aller chez McDonald's de commander chez McDonald's online de façon à pouvoir dire aux gens de rester chez eux. Je trouvais que ça a été disruptif. Ça a complètement mis en scène la solidarité de la période, l'empathie qu'il fallait avoir, le soutien qu'il fallait avoir les uns avec les autres, sans pour autant dire aujourd'hui,
il n'y a plus de concurrents, on est tous dans la même, on est tous ensemble parce qu'on est tous face à une difficulté. Et ça m'avait beaucoup marqué, quoi. Et j'avais beaucoup aussi aimé la campagne de Airbnb pendant le confinement. Il y a eu des campagnes tellement originales pendant le confinement que, en tout cas internationales, hein, où on te parlait d'expériences, des expériences. Il y avait de l'empathie. Il y a eu toujours ces mots-clés qui ont été utilisés, cette empathie envers le client, ce qui veut dire que le marketing digital, c'est aussi se mettre à la place de l'autre. Il y a une démarche d'empathie où qu'est-ce que le client aimerait entendre, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je ne peux pas vendre à tout prix. Ce que les gens font souvent, c'est qu'ils pensent que quand tu fais du marketing digital, tu dois poster ton produit, voilà, je vends, c'est comme ci, c'est comme ça. Il n'y a pas que ça. Il y a quand même de la connexion à avoir. Il faut connecter avec ses clients. Et il y a des gens qui savent très bien le faire, qui donnent des conseils, qui développent d'abord ce que j'appelle un branding, une marque personnelle. Et à travers cette marque personnelle, après, ils peuvent vendre n'importe quel produit et service derrière. Ouais, ça, c'est génial, quoi. Je pense que c'est toujours important et fondamental de garder l'humain au cœur de ces outils-là pour que l'humain soit la finalité et non un produit dans ce magma d'innovation. Et je reste avec Nabou pour finir le burger. Dans quel pays de l'Afrique de l'Ouest vend-on le mieux ces produits grâce aux réseaux sociaux, selon votre expérience? Moi, je pense que entre Dakar et Abidjan, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, je pense que dans la sous-région, ce sont les deux pays francophones. Sinon, le champion, c'est le Nigeria. Et le Nigeria est dans notre sous-région. Donc, Yes. le champion, toute catégorie, c'est le Nigeria. Instagram, en 2013, il y avait très peu de francophones. Les Nigérians vendaient sur Instagram. Moi, j'ai commencé sur Instagram en 2013. Et ensuite, quand Snapchat est venu, les gens ont commencé. Mais le champion numéro 1 hors catégorie, c'est le Nigeria. Parce que déjà, ils sont business-minded. Et ensuite, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Je pense que ce sont les pays. Mais je pense que tout le monde maintenant s'y met. Il n'y a plus vraiment. Le numérique est transversal. Il a brisé les barrières, les frontières, en fait. Il a brisé les frontières. Et avec les offres que les sociétés de logistique font maintenant pour faciliter le transport des choses, ça change. Parce que ce n'est pas tout de vendre. Mais comment est-ce que je suis payé? Comment est-ce que je suis? Les plateformes de paiement sont évolutives. Le mobile money permet énormément de choses. Donc, il y a tout un écosystème qui fait qu'il y a une intégration régionale dans le business à travers le digital et le marketing digital. Merci. Alors, Mansour, quelle est la campagne de marketing digital qui vous a le plus marqué dans votre carrière et pour quelles raisons? La campagne marketing digital qui m'a le plus marqué, je pense que je vais parler de ma campagne avec Africa Mart à l'époque, où on faisait dans la vente de légumes, hein, juste à présent, la vente des légumes, surtout sur la partie B2B avec des hôtels, avec des grandes surfaces comme Auchan, etc. On a voulu se lancer dans le B2C. Et quand on voulait se lancer dans le B2C, c'était pour vendre des abonnements, donc des paniers de légumes qui étaient achetés soit une fois par semaine, soit une fois toutes les 2 semaines. Et sur un objectif à atteindre de 200 abonnés, je parvenais à avoir juste 20 abonnés plus, donc ça ne décollait pas. Donc j'ai utilisé le Facebook Business Manager. Pour la première fois, ça me résistait et que les campagnes ne donnaient pas les résultats que je voulais. Donc je me suis dit, attends, je vais revisiter mes astuces, les tricks de growth hacking en utilisant quelques techniques pour voir, d'après la créativité que j'avais à l'époque, comment est-ce que ça pouvait marcher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit donc, moi, je vais essayer de payer une fois que j'ai mes résultats et ne pas payer sans avoir les résultats parce que c'est ce qui m'était arrivé avec la pub. Donc, j'ai fait une offre pour dire à mes clientes déjà que j'offrais un panier à chaque fois qu'elle m'amenait 5 abonnements. Donc, ils sont toutes mis et j'avais donc des multiplications d'abonnements parce que j'avais une femme, elle était super intelligente. Elle attendait la fin de la semaine pour me donner une liste de 5 nouveaux abonnés et elle avait son panier gratuitement la semaine qui suivait. Et elle faisait ça pendant les semaines et les autres aussi. J'ai facilement dépassé au fait la barre des 200 abonnés à travers ces techniques que je qualifie de growth hacking, hein, parce que très rapidement, en l'espace d'1 mois, les résultats étaient là, cash. Ok, j'ai payé un panier de légumes pour avoir 5 femmes, 5 abonnés, pardon, mais 5 abonnés qui revenaient pour acheter d'une manière récurrente.
Donc, du coup, diffuser sur le temps, ça ne nous coûtait absolument rien. Donc, c'était une campagne même qui me faisait rire, mais qui avait tellement bien marché. Et j'ai essayé de dupliquer cette stratégie dans d'autres activités. Mais bon, comme on le sait, hein, les techniques de prof s'épuisent et se diffusent facilement. Pas facilement. Donc voilà, je pense que c'est la campagne, en tout cas c'est l'une des campagnes qui m'ont vraiment marqué. Sinon, il y a aussi la campagne Octobre Rose, hein, pour le cancer des femmes, qui est une cause que j'affectionne beaucoup, qui a permis au fait d'apporter beaucoup de visibilité sur le cancer du sein, comment est-ce que ça touchait les femmes. Et ça fait que chaque année, tu vois que les gens se rendent de plus en plus pour faire leur dépistage, pour suivre les conseils. Et à cause de cette campagne Octobre Rose qui a été lancée sur les réseaux sociaux et qui se fait chaque année, on voit que les gens sont de plus en plus conscients de cette maladie. Donc voilà, je pourrais parler de ces deux campagnes. Merci Mansour d'avoir partagé cette expérience-là. Et votre dernier exemple renvoie aussi à l'idée de faire du marketing avec l'idéal très humaniste de garder l'empathie envers les personnes qui nous entourent. Alors, je vais continuer avec Sarah pour les questions externes. Merci. Alors, juste avant de commencer, j'ai une petite question pour Nabou. Nabou, te considères-tu comme une influenceuse? Je ne sais pas quoi répondre. Je me considère comme moi-même. Et puis, si j'influence, good. Si les gens se sentent influencés, c'est super. Et c'est vrai que des sociétés viennent me contactent et je fais des opérations pour les accompagner. Mais je ne sais pas si c'est ça être influenceur. Je n'aime pas beaucoup les étiquettes, en fait, ni les labels. Je suis moi. Et puis, si ce que je dégage inspire, impacte et influence, et que ça peut servir des causes positives, eh ben je suis partante. Alors, Mansour, toi qui m'as initié au marketing digital, te considères-tu comme un influenceur? Absolument pas. Absolument pas. Comme Nabou, hein, j'étais beaucoup plus actif sur Facebook, certes, où je partageais beaucoup avec mes messages. Et moi, j'avais qu'un seul objectif tous les jours, c'était de partager du positif, de donner du contenu avec de la valeur ajoutée à ma communauté et d'apporter quelque chose à ce que la communauté qui me suit voit que cette personne nous apporte un plus tous les jours. Et moi, c'était juste ça mon idéal. Après, il y a la partie business qui est venue après. Bon, on a juste collé le contenu dessus. Mais je ne peux pas dire que je suis un influenceur. Loin de là. D'accord. Alors, dans les commentaires, je vois qu'on a pas mal de questions. Là, il y a une question pour Mansour. Quelle sera la place du digital dans la vie des Sénégalais d'ici 20 ans? Avec les inégalités de développement, bien sûr, il parle de l'agriculteur de Poulal ou Linguère. Le digital va encore être plus utilisé par les Sénégalais parce qu'Internet sera plus démocratisé. Il y a la concurrence entre les opérateurs et donc on s'attend à ce que les coûts baissent de plus en plus. Et je pense que ça sera encore plus utilisé et on va arriver à un niveau où tout le monde sera digital. J'en parlais à un ami très têtu qui a une agence de voyage. Je lui disais de rapidement penser à se digitaliser parce que les gens, maintenant, quand ils voyagent, ils prennent leur téléphone, une application mobile et bookent pour avoir leur billet d'avion. Lui, il était là à sourire pour dire que son business tient depuis des années et ce n'est pas cette digitalisation-là qui va tuer son business. Bon, je pense qu'il va comprendre plus tard et en fait, les gens vont aller vers ça. On va aller à un niveau où le digital va carrément prendre sa place et le Sénégal est quand même l'un des pays les plus connectés. Et pour moi, on accuse un retard sur certains points, comme la partie administrative, où on utilise toujours de la paperasse pour, par exemple, aller chercher un extrait de naissance ou bien les documents administratifs, où ces trucs devaient être réglés. Et je pense que là, on a vu récemment l'inauguration du plus grand data center de l'Afrique de l'Ouest, qui pour moi va plus aider à la dématérialisation, à accompagner l'administration d'abord, et les acteurs vont ensuite, bien, quand je parle d'acteurs, je parle des consommateurs. Voilà. D'accord.
Nabou, tu as une réponse à cette question, même si elle était posée à Mansour. Moi, je pense qu'il y a une appropriation déjà des Sénégalais du digital. Je vois de plus en plus de créateurs, de personnes qui font des choses au Sénégal, des entrepreneurs qui se déplacent de plus en plus dans la sous-région à travers des réseaux qu'ils ont développés via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu vois, là aujourd'hui, je vous parle, je suis à Bamako en fait. Donc, je vois des gens qui sont à Bamako, des entrepreneurs sénégalais qui ont créé des filiales ici. Donc, je pense que, ou qui sont à Abidjan, nous avons un incubateur en Côte d'Ivoire, donc on reçoit pas mal d'entrepreneurs qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Mais avant, il y avait plus de freins, c'était beaucoup plus difficile de le faire. Maintenant, tout devient beaucoup plus facile. Donc, l'entrepreneur sénégalais, aujourd'hui, il doit avoir une vision plus large. Il doit sortir de sa vision sénégalo-sénégalaise et se dire, je suis un entrepreneur sénégalais, j'ai des compétences, je suis un entrepreneur. Et c'est pareil pour l'Ivoirien, le Malien, etc. On doit avoir une vision régionale, le marché régional de l'UMOA. Je m'arrête à l'UMOA, je n'irai pas jusqu'à la CEDEAO. C'est quand même près de 200 millions de personnes sur lesquelles, qui nous appartiennent à tous, qui sont aussi pour les Sénégalais, etc. Donc, on doit pouvoir aller chercher des capitaux sur les marchés à l'extérieur pour pouvoir développer des industries de transformation au Sénégal, pouvoir se positionner aussi et diffuser la culture. Et je pense que les créateurs le font très bien, les créateurs de mode diffusent très bien la culture sénégalaise, les créateurs de contenu aussi audiovisuel. Donc, il y a un vrai… Et je pense que franchement, le Sénégal est un des pays qui a le plus maîtrisé l'outil digital au départ par rapport aux autres pays. Je veux dire, je voyage bien dans la sous-région, je vais au Niger, au Burkina, au Mali, en Guinée, etc. Et je vois bien que le Sénégal est en avance. Maintenant, cette avance, il faut la conserver en étant stratégique. J'étais à Dakar d'ailleurs quand on a fait l'inauguration du data center la semaine dernière. Donc, je vois bien que c'est une opportunité extraordinaire. Et ça place le Sénégal quand même à un niveau où, voilà, nous, dans les autres pays de la sous-région, on doit catch up. Et puis, c'est un bon exemple et montrer qu'on doit être pas seulement des consommateurs, mais on doit aussi être des acteurs et des acteurs, des vrais acteurs. On doit développer nous-mêmes nos contenus, on doit développer nos technologies aussi. On doit voir grand, on doit plus se limiter, quoi. En effet, en effet. Voilà. Ouvrir les frontières, comme dirait Absolument. les dépasser, comme dirait Tikenja Fakondi. Alors, je vais Exactement. passer à… Il y a une question, il y a une autre question, mais il y a une petite remarque. Madame Daniela dit que vous êtes de faux ongles et que vous êtes des influenceurs en majuscule. Alors, sa question est, on parle d'outils digitaux et Internet en Afrique. Quand elle va en Côte d'Ivoire, elle voit comment les gens peinent financièrement à s'acheter des passes Internet. Que pouvez-vous proposer pour la vulgarisation de l'Internet dans mon pays? Moi, si c'était moi, Abidjan, moi, je pense qu'on doit avoir des bornes Wi-Fi qui soient… L'Internet doit plus être un privilège. Ça doit plus être un privilège parce que les bornes, moi, je vois au Rwanda, il y a des bornes Wi-Fi aujourd'hui. L'Internet doit être quelque chose d'accessible. Aujourd'hui, on va plus dans un lieu parce qu'il y a le Wi-Fi. À Dakar, quand on choisit, à Abidjan, quand on choisit un hôtel, même pour aller se promener, prendre un pot ou un restaurant, on ne va pas dans un restaurant difficilement là où il n'y a pas de connexion Internet. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, on doit avoir des politiques en place et ça dépend des opérateurs, ça dépend. Il va falloir développer des technologies proches, mais qui vont permettre l'accès à l'Internet à moindre coût et qui vont permettre de réduire cette fracture numérique, parce que c'est une fracture, hein, la fracture numérique qui ne permet pas et qui paupérise. Parce que plus on a accès au numérique aujourd'hui, plus on a accès à l'autonomisation, plus on a accès à la création de richesses. Donc, ce sont des politiques à mettre en œuvre, mais ce sont des politiques qui sont gouvernementales. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'au sein des écosystèmes dans lesquels on évolue tous les deux, enfin, que ce soit l'écosystème en Côte d'Ivoire, au Sénégal et de la sous-région en général, puisque les écosystèmes sont très transrégionaux, hein, c'est vraiment faire du lobbying et voir qu'est-ce qui est prévu, éventuellement même faire une feuille de route ou un livre blanc et faire des propositions concrètes avec, voilà, c'est ça qu'on peut faire. Mais en même temps, on doit faire attention parce qu'on ne peut pas enlever le business des opérateurs. Donc, il faut être stratégique. Comment est-ce qu'on le fait? Ça demande une réflexion, ça demande ce qu'on appelle des hackathons, ça demande vraiment de sortir
de la pensée classique et d'être disruptif complètement dans la façon d'aborder les choses, mais de permettre, par exemple, dans une école, on devrait, dans une école publique, avoir accès à l'Internet. Dans des écoles publiques, on devrait avoir accès à l'Internet, on devrait, comme on le fait quand tu vas à l'aéroport aujourd'hui, les aéroports où il n'y a pas d'Internet, ça m'énerve. Ça, c'est moi. Hein. Au passage, l'aéroport de Bamako, mettez l'Internet, ça c'est juste un message. Sinon, à Conakry, à Niamey, à Abidjan, à Dakar, partout il y a l'Internet quand tu arrives. Et ça doit être comme ça dans pas mal d'espaces. Même si on ne peut pas le faire dans la rue, mais dans les espaces publics, on doit pouvoir, dans certains espaces, avoir l'Internet. Tout à fait d'accord. Mansour? Oui, je peux juste rebondir par rapport à ce que Nabou dit, sur un point où elle a interpellé les gouvernements qui ont un grand rôle à jouer sur la démocratisation de l'Internet. Il y a juste une semaine, je formais un détaché de la présidence au Niger, mais moi, j'étais ahuri quand je vois le coût d'Internet au Niger, même la connexion à 1 méga qui coûte, je pense, 140 000. Et donc, c'est ce qui explique carrément qu'au Niger, par exemple, on a une population de 23 millions d'habitants et 1 million de personnes qui sont connectées. Parce que Internet est devenu du luxe, au fait, là-bas. Et c'est ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, Internet doit être un outil. Je n'ose pas dire qu'Internet doit être gratuit, mais ça doit être gratuit, en fait. Donc, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec une bonne connexion Internet. Et je me rends compte qu'il y a pas mal de pays. Moi, je pensais que chaque fois, je dis que le Sénégal est en retard. Mais quand tu voyages, en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses en fait, qui restent à faire en fait, dans d'autres pays. Et quand je prends l'exemple du Niger, c'est que je suis vraiment choqué en fait, qu'une connexion à 1 méga te coûte 140 000 et fait carrément qu'aujourd'hui, si c'était le même coût au Sénégal, on n'allait quasiment pas avoir de personnes qui utilisent Internet. Voilà. Je vais rebondir là-dessus. J'ai du mal à y aller, justement. À chaque fois que j'y vais, quand les clients, j'ai des choses à faire, j'appelle, je dis, assurez-moi qu'il y a une connexion Internet de qualité. Parce que pour avoir un webinaire comme ça à Niamey, c'est toute une gymnastique. C'est pas possible. Donc, c'est un championnat. C'est un championnat. Donc, non, c'est vrai, c'est un championnat. Mais l'Internet de l'aéroport marche bien. Bon, bref. En plus, c'est très cher. L'Internet est très instable dans certains pays, en effet. Papifal, il y a une question de Papifal qui dit, elle est posée à Mansour. Il dit qu'il a travaillé avec vous dans le projet Africa Mart pendant quelques temps. Et il demande, est-ce qu'il existe des associations ou des regroupements de professionnels du marketing digital au Sénégal? Sinon, ah non, la question est coupée. Sinon, pour lui, ce serait vraiment pertinent de le mettre en place afin de créer un cadre de réflexion et d'échange sur les enjeux du domaine. Oui, des regroupements, je pense qu'il y a le réseau des blogueurs, où il y a pas mal de confrères qui sont, je pense qu'il y a les Maktar, il y a les Moussoukoros, et il y a d'autres. Bon, moi, malheureusement, je n'y étais pas, mais il y a pas mal de choses qui se font, et c'est vrai que sur ce point-là, on a un gap à pour au moins répertorier tous les professionnels du digital et se faire des points, des meet-ups pour partager l'expertise sur des sujets. C'est vrai qu'on a un vrai gap là-dessus. Bon, peut-être parce que moi, je suis un peu... je n'ai pas travaillé seul, mais bon, là, je la joue un peu solo parce que je suis dans mon coin en tant que consultant dans pas mal de boîtes et je fais en tout cas de mon mieux pour partager les connaissances que j'ai en marketing digital dans des business schools comme IAM, comme Subdeco. Je fais aussi l'université Gaston Berger. Donc, me concernant, c'est la partie partage que j'ai. Sinon, je suis vraiment ouvert à rejoindre un regroupement de personnes qui sont dans le digital marketing. Mais quand même, entre acteurs, on s'entend bien. On s'entend bien avec des gens comme je peux citer les mots de Martin Diallo. Moi, je dis que Martin, c'est le meilleur social media manager dans ce pays. Il y a des gens, les Moussou des Abba Sadir, etc., etc. Il y en a. Ouais. Il y a Demba Gay aussi, il ne faut pas oublier. Ah oui, Demba. Non, je ne pas oublier. Pas oublier Demba. Demba, parce que j'ai travaillé avec lui lors de la première session du Québec Digital Academy où j'étais formateur en super. Social seller, donc sur la partie social selling. Un grand humain, Demba Gay aussi. Ouais, une belle personne.
Ouais. Alors, Nabou, est-ce qu'il existe des regroupements pareils en Côte d'Ivoire? On a la même chose à Abidjan, on a l'association des blogueurs, hein, j'en fais pas partie, mais il y a l'association des blogueurs qui avait été initiée par Mohamed Djabi à l'époque. Ensuite, on a eu Edith Brou, qui est aussi très présente sur le digital. On a eu une jeune dame qui s'appelle Raïssa Banoro, qui a monté le Simplon Institute qui existe en France et même en Côte d'Ivoire, qui est un organisme qui forme au digital. Donc, on a aussi un peu cette configuration, mais l'écosystème est très, très dynamique et s'organise progressivement. C'est un métier qui est très nouveau en fait, hein, qui est très nouveau où on cherche un peu les marques, on essaie de faire la différenciation entre la communication digitale et le marketing digital, entre les différents outils, souvent et les différentes expertises qu'il faut avoir parce que quelqu'un qui est dans d'autres sociétés, dans d'autres pays, il y a des experts par réseau social. Un expert LinkedIn n'est pas un expert Facebook, qui n'est pas un expert Instagram, qui n'est pas un expert email marketing, qui n'est pas un expert SEO. Donc, les expertises, maintenant, les gens pensent que oui, je sais tout faire. On ne peut pas savoir tout faire. Il faut plutôt avoir une vision globale et peut-être se référer à des experts et avoir des espaces où on peut développer ces expertises et créer de la richesse, créer de la formation et du renforcement de capacité pour une jeunesse montante, quoi. Je pense que vous avez parlé de Simplon, c'est ça? Oui, Simplon. Je suis justement là-bas. Où ça? À Abidjan ou à Paris? À Dakar. Ah, d'accord, ok. Je ne savais pas qu'ils existaient au Sénégal. Oui, ouais, il y a Simplon à Dakar où je suis formateur et chef de projet pour, en tout cas, consultant en marketing digital. Ah, super. Ah, ouais, c'est super. Non, mais c'est bien. C'est une belle initiative. Ouais. Mais ce que j'aurais aimé aussi, c'est que pourquoi est-ce que Mansour ne monte pas lui-même son Simplon, son Mansour? Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas nos propres initiatives? On est toujours en train de nous amener des initiatives d'ailleurs, alors qu'on a les compétences, puisque ce sont des compétences. C'est toi qu'on vient chercher. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, de créer quelque chose qui peut être transrégional, qui peut se mettre avec plusieurs personnes et dire, écoute, Demba, Mansour, voilà, faisons quelque chose et Edith, faisons quelque chose qui va permettre de créer, de renforcer les capacités, d'empower les jeunes dans la sous-région, que ce soit à Niamey, que ce soit à Bamako, que ce soit à Conakry, que ce soit à Dakar. Allez même dire, on va à Saint-Louis, on va à Thiès, on va à Yamoussoukro, on va à Daloa. Vraiment, quelque chose, pourquoi pas nous-mêmes? Ouais. Je te lance une colle, hein? Je t'ai interpellé là. et c'est bien reçu, hein? Donc, on va dire que ça va naître juste après ce call, hein? Voilà, ça marche. Super. En tout cas, merci à vous. Je pense que je vais passer la parole à Pathé pour qu'il nous fasse le mot de conclusion. Il ne reste plus que 4 minutes. Ah, déjà, hein? Oui, c'est passé vite. Déjà? C'est pas possible. Une heure, c'est passé très vite, effectivement. Wow. Ouais. C'est parce que la discussion était très, très intéressante. On n'a pas senti le temps passer. Donc, merci. Nous voilà au terme de la préparation de notre Thiéboudjon Digital avec nos brillants chefs qui ont l'écumoire du numérique et la louche du marketing. Ce fut un plaisir de partager avec vous. Nous allons servir un plat mémorable et nous avons aussi des défis, bien sûr, comme vous l'avez souligné, des défis à relever, des championnats à gagner sans y perdre nos crampons. Des Simplons, c'est bien, mais nous espérons bientôt voir des Nabou et des Mansour. Nous remercions nos collègues qui sont à la partie technique et ceux qui nous appuient pour relayer par des tweets ce live. Merci à ma co-modératrice Sarah. Et je rappelle que le débat de Wati, vous pouvez le suivre sur le site www.wati.org et vous pouvez y contribuer en envoyant une contribution de 1000 à 1500 mots à info.wati@wati.org ou bien nous accorder un entretien qu'on va transcrire sous forme de tribune sur ce même site. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines thématiques avec d'autres invités. Merci encore à Nabou et à Mansour pour cette générosité intellectuelle, votre temps. Ce fut vraiment un excellent moment de partage et qui sera mémorable. Ce fut un plaisir. Merci. Merci à ceux qui sont en train de commenter dans les différents réseaux. Merci notamment à M. Papifal et Mme Daniela. Et voilà, il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas remercier tout le monde. En tout cas, merci à tous. Et merci à vous, nos invités, pour cette échange. C'était vraiment... Je veux lancer à cette personne qui est spéciale et qui est très bien dans le digital, que j'apprécie beaucoup, qui fait son trou sans parler, qui avance, hein, qui travaille sur son personal branding et qui est au top, qui s'appelle Sarah, qui est là.
que j'ai appris. Elle dit souvent que j'étais son mentor, mais bon, j'ai apprécié travailler avec elle. Voilà, c'est la femme brave que je connais qui est là et rien ne me surprend de son parcours, donc je tenais juste à lancer ces quelques mots. Merci à toi. Super. Merci à toi pour le partage. Ouais. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.